Il y a des moments dans l'accouchement que parfois on ne questionne pas assez, ou on ne demande pas assez qu'est-ce qu'on fait, ou on ne sait pas toutes les options qu'on a. En fait, il y a tellement de moments où on se retrouve dans cette situation, que ce soit effectivement au moment de la naissance, mais que ce soit pendant la grossesse ou dans le postpartum. Mais là, j'ai envie de te ramener au moment où le bébé vient d'arriver. On dit: «Ah, ça y est, il est là, waouh!» Et puis souvent, bah, en fait, on pose le bébé sur le ventre de la maman, on prend les pinces, on demande au papa de couper et hop, on coupe le cordon. Mais si je te disais que ce cordon, il est encore en train de donner plein de vie à ton bébé, qu'est-ce qu'on peut vraiment changer pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Et que, ben, nous, en plus, on n'est pas obligé, de le couper tout de suite. Alors j'ai eu une question, en fait, d'une patiente qui a fait que j'avais envie de faire cet épisode de podcast. C'est qu'en fait, elle m'a demandé: «Mais en fait, vous faites quoi du cordon après la naissance?» Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Ouais. Bizarrement, c'est une question qu'on me pose pas si souvent en consultation et c'est souvent nous qui sommes avenantes et qui, exposons en fait les différentes possibilités qui existent pour, justement, bah, couper le cordon et cetera. En tout cas, pour savoir qu'est-ce qu'on fait au moment où on décide de détacher ou non le bébé de son placenta. Qu'est-ce qu'on fait de ce cordon ombilical une fois que le bébé est né? Bah, ce petit lien, il est symbolique clairement et puis c'est symbolique, je pense, dans notre société qu'on demande souvent au père de couper le cordon ombilical comme si c'était lui qui devait justement couper cette relation entre la maman et le bébé. C'est important de comprendre en fait pourquoi est-ce que, les gestes qu'on pose, qui paraissent normaux et anodins, ont aussi parfois un manque de sens, de savoir et puis en fait on enlève cette partie, temporelle, sacrée, en fait, de la naissance et donc j'aime bien vous rappeler tous les choix, évidemment, que vous pouvez avoir. Quand on vient d'accoucher, on est dans sa bulle et si on a choisi ce nom, c'est pas pour rien pour notre maison de naissance et on n'a justement pas envie qu'il y ait des gestes qui soient posés sans qu'on les comprenne. Dans l'épisode que je vous ai fait sur, la question du consentement, il y a quand même beaucoup de mamans qui ont décrit des moments comme ça où juste après l'arrivée de leur bébé, il a été posé des actes, ils ont été faits des gestes où elles s'attendaient pas à ce que ça aille aussi vite ou qu'on fasse sans lui expliquer ou sans lui demander et cetera. Et le fait de clamper et couper le cordon, il y a encore beaucoup d'endroits où c'est fait de manière quasi systématique. Le bébé naît, clac, clac, on met les pinces, on coupe, hop, comme ça il est sur sa maman et on est tranquille. On oublie juste que le bébé a besoin d'un temps d'adaptation, que c'est nécessaire en fait de prendre le temps. Si tu savais peut-être pas, mais chez nous à la bulle, on coupe jamais le cordon immédiatement après la naissance. Enfin, honnêtement, j'essaye de réfléchir à toutes les naissances qu'on a accompagnées, mais vraiment, ça ne nous est jamais, jamais, jamais arrivé. Ça nous est arrivé de couper le cordon avant les 2 heures de vie, quand on avait besoin de manager la délivrance pour une patiente, par exemple, qui saignait, ou si on devait, après les quelques minutes où on aura essayé d'aider ce bébé alors qu'il est toujours accordé à son placenta et qu'on devrait peut-être faire d'autres gestes, peut-être qu'on finirait par couper. Mais honnêtement, ça ne nous est jamais arrivé. On laisse du temps, on respecte ce lien entre le bébé et son placenta. C'est quand même son tout premier er compagnon de vie. C'est, on dit parfois le jumeau du bébé parce que ils partagent les mêmes cellules. C'est ce placenta qui l'a protégé, qui l'a nourri, qui a été comme un doudou aussi parce que voilà, le bébé a pu, toucher ce placenta, se lever contre ce placenta. C'est vraiment important et il y a quelques jours là, j'ai encore vu, un des bébés qui est né avec la maison de naissance, mais cette fois à domicile et ce bébé, au moment des soins, quand, je voulais, peser ce bébé, je l'ai posé sur le côté et en fait, instinctivement, le bébé a tenu son cordon. Son cordon qui était toujours accordé à son placenta parce que ses parents avaient choisi de faire un placenta lotus. Je vous en reparlerai juste un petit peu plus loin. Et donc, c'est pas juste un petit bout de chair à couper et à jeter à la poubelle, mais je pense que c'est un passage, un rythme à respecter. C'est une transition, qui peut être tellement plus douce. Le fait de respecter, ce moment-là, c'est hyper important. À l'hôpital, on coupe souvent rapidement. J'aime bien me dire que les choses changent et qu'on attend un petit peu et en général, on attend peut-être 2-3 minutes. Là, j'ai pu voir, lors d'une césarienne il y a quelques semaines que
on a au moins attendu 2 minutes. Mais le clampage tardif aujourd'hui, c'est recommandé partout, hein, par l'OMS, la HAS, le KCE. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'attendre? Bah, déjà pour laisser passer tout le sang restant du placenta vers le bébé. Quand le bébé vient de naître, il y a encore, on dit, entre 30 et 40 de son volume sanguin qui sont encore dans le cordon et dans le placenta. Il y a encore des endroits où on a cette fausse croyance que le bébé va enfin, que le bébé va se vider de son sang si on le laisse raccorder à son placenta et qu'on laisse le cordon intact alors qu'on le met au-dessus du ventre de sa mère. Comme si c'était un vase communicant, d'accord? Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas du tout la mécanique, en fait, qui se met en place une fois que le bébé naît au niveau du cordon et ça veut dire aussi que c'est assez fou de dire ça parce que ça veut dire aussi que si jamais une femme a un placenta qu'on dit postérieur, ça veut dire un placenta qui est sur la face profonde, en fait, de son utérus, donc contre son dos, hein, du côté de son dos et qu'on a un bébé qui est au-dessus. Ça veut dire qu'il va se vider de son sang dans le ventre de sa mère. Je veux dire, en fait, c'est qu'une question de quelques centimètres de plus quand on le pose sur le ventre de sa mère. Donc cette fausse croyance qui existe encore pousse souvent les soignants à couper rapidement le cordon ombilical. Alors heureusement, je pense qu'on est de plus en plus informés, mais ça existe encore. Et puis je suis quasi sûre encore que dans les formations qui sont données aux secouristes, aux gens qui pourraient être amenés à atterrir dans une naissance inopinée à domicile, une des premières choses qu'on leur dit de faire, c'est de clamper et couper ce cordon. Alors que récupérer tout son sang, c'est pas anodin. Je parle quand même de 30 à 40 de son volume de sang. Si on vous retire 30 à 40 de votre volume sanguin, vous allez être patraque, vous allez pas être au top. En plus de ça, bah, vous allez avoir plus facilement des anémies. Donc les bébés à qui on coupe le cordon rapidement ont plus de risques d'anémie. Ils vont pas récupérer toutes leurs cellules souches et bah, je pense qu'en plus, on se rend compte que c'est une transition respiratoire qui se fait en douceur, quand le bébé peut encore avoir de l'oxygène grâce au placenta, comme il l'avait encore quelques secondes avant de sortir du ventre de sa mère. Donc nous, on ne détache jamais le bébé de son placenta avant les 2 heures de vie, sauf indication médicale, comme je vous ai dit. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on va faire l'examen clinique et selon le choix des parents, on va choisir quoi faire du cordon. Alors, il y a 4 options principales qu'on propose. Il y a le clan classique, la petite pince en plastique que vous pouvez voir, à l'hôpital, voilà, c'est toujours ça qu'on pose. Alors, à l'hôpital, on le met à 2 doigts, de l'ombilic. Chez nous, on met facilement 10 centimètres. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bah, d'abord pour éviter le frottement, pour éviter la gêne, la macération et puis il faut savoir que, quand le cordon va sécher, il va se rétracter, il va devenir dur et il va se rétracter et donc si le cordon a été coupé un chouïa plus court que 2 doigts, en fait la pince va vraiment être collée contre le ventre du bébé et ça peut aussi amener de l'inconfort, juste, bah, en fait, du fait qu'il y a cette pince contre le ventre. Ça peut, voilà, ça peut être embêtant, par exemple, ben, quand le bébé est endormi, s'il est pas endormi à plat sur le dos, mais qu'il y a une petite pression sur son ventre, bah, ça peut être désagréable évidemment. Vous imaginez avoir un bout de plastique comme ça qui s'enfonce dans votre bidou, c'est quand même pas extraordinairement, confortable. Et ben, voilà, cette petite pince, c'est pour ça que nous, quand on pose ces petites pinces, on les met à 10 centimètres à peu près, au moins, en fait, du ventre du bébé et ça permet, bah, de mettre cette pince en dehors de la couche, et ça va permettre justement d'avoir moins cet effet, douloureux qui pourrait y avoir avec, la pince. En plus de ça, ben, quand c'est coupé très court, ça va avoir tendance à, rester plus longtemps parce qu'il va y avoir peut-être une macération, en fait, il va moins bien sécher et donc moins vite tomber. Donc l'inconvénient, c'est plutôt que c'est rigide et que ça peut gêner. Alors ensuite, si jamais on coupe toujours, ce cordon, on va pouvoir mettre ce que nous on appelle un lien de cordon. C'est une petite chaînette en crochet, souvent c'est fait à la main. C'est tout mignon, hein, parce que c'est avec, une petite décoration en crochet d'un côté ou des 2 côtés. C'est plus doux, c'est plus joli, c'est plus souple. C'est rigolo parce qu'en anglais on appelle ça la cord tie, donc c'est comme une petite cravate pour le bébé, hein, c'est, la cravate du cordon et c'est mignon, c'est tout coloré, on peut choisir la couleur évidemment. C'est souvent fait avec, du coton. Ces liens, ils sont vraiment sympathiques, mais il y a pas mal de lieux médicaux qui sont souvent réticents à les utiliser parce qu'en fait, c'est un dispositif qui n'est pas stérile. Après, je vais me rappeler quand même que la stérilité après la naissance, c'est quand même quelque chose de très relatif. Les vêtements, les mains, la peau, bah, en fait, ils le sont pas non plus et donc ben, en fait, si c'est fait correctement, évidemment, si ça a pas traîné au fond d'un sac, c'est-à-dire que, bah, nous, on a des petits liens de cordon, mais qu'on a mis dans des petits bocaux, qui sont propres et cetera. On peut très bien laver ces petits cordons, ces petits liens de cordon pour être sûr que c'est propre.
et puis après le mettre, en sécurité dans une petite boîte pour pouvoir être utilisé le jour de la naissance. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, envisageable et faisable. Je sais qu'il y a une boutique française qui les stérilise. J'avoue que je ne sais pas comment est-ce qu'elle fait, mais elle l'a fait justement dans l'idée, de pouvoir être utilisé dans tous les lieux, médicaux pour pas qu'il y ait de contre-indications par rapport à cette histoire de stérilité. Alors autre chose qu'on peut faire, c'est le brûlage du cordon. Donc à ce moment-là, il y a pas de pince, il y a pas de lien, il y a rien. On va en fait cautériser directement, le petit cordon. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On utilise en fait, une boîte qu'on a fabriquée, spécialement pour et c'était à la base pour la naissance de Catherine ou de Rose? Je ne sais plus. Enfin, en tout cas pour une de mes filles, on avait fait cette boîte. Je crois que c'était pour Catherine. Donc le but, c'est de placer le cordon, en fait, dans une partie de la boîte, enfin, dans une longueur, par exemple, et dans la largeur, eh bien, on va placer, 2 longues chandelles et bah, du coup, la grosse flamme avec les 2 chandelles va brûler le cordon. Alors le processus, il est assez long, ça demande quand même pas mal de temps. À chaque fois, moi, je suis toujours un peu impatiente du moment où ça va lâcher, parce que, bah, du coup, ça prend du temps. Si le cordon, en plus, est fort gélatineux, si la gelée de Wharton, il y en a beaucoup, bah, ça va être encore plus long et dans les désagréments, je dirais parfois peut-être l'odeur qui est un peu forte. On dit en rigolant, «Ça sent le cochon grillé», mais voilà, faut être conscient quand même que, bah, ça va avoir cette odeur assez particulière. Heu, donc en général, il y a chaque parent qui tient une chandelle et c'est un moment très symbolique, très fort. Les parents aiment beaucoup faire ça. C'est un moment, qui est plutôt effectivement long, mais du coup, on se laisse le temps, on observe, c'est un moment, je trouve très, très symbolique et très beau. Hem Personnellement, ce que je fais, c'est qu'une fois que le cordon s'est détaché, je vais recauteriser encore le bout du cordon pour être sûr qu'il y a pas de petites fuites. Parce qu'au moment où, en fait, ça s'étire et que ça finit par lâcher, il peut y avoir encore des petits vaisseaux qui sont, un peu à vif, à nu, au bout du cordon et donc en repassant un peu la flamme au bout, eh bien, en général, tout est OK. Donc on va avoir un long cordon, encore une fois, d'ailleurs, parce qu'on va pas faire ça tout près du bébé quand même, c'est un peu dangereux, avec, les chandelles, le feu et cetera. Donc on va juste, faire ça à distance à nouveau et en général, on est à nouveau aux alentours de 10 centimètres, parfois un peu plus. Alors la quatrième option, j'en ai déjà parlé dans un épisode où je parlais du placenta, mais du coup, c'est le placenta lotus. Donc c'est le bébé qui reste relié au placenta jusqu'à ce que le cordon tombe de lui-même. En général, ça va prendre quelques jours, je dirais entre 2 et 5 jours maximum. Ce qu'on fait, c'est que ça nécessite de faire un soin spécifique au placenta. Donc on va, enlever les plus gros caillots par exemple, on va mettre du sel sur la face, maternelle et on va, mettre donc du sel, des plantes et puis on va remettre les membranes autour. Puis dans un lange qu'on aura placé soit, dans un panier, soit dans un sac. Donc à la maison de naissance, on a des kits de placenta lotus et Mélanie nous a fait des petits sacs, imperméables, super, mignons qui permettent en plus de, bah, de voilà, de pouvoir prendre le sac et le bébé en même temps parce qu'elle a fait des grandes anses pour pouvoir le porter en bandoulière comme ça. Enfin sur l'épaule, peut-être pas en bandoulière, mais sur l'épaule. Et ben, en fait, on va mettre du sel dans le fond de ce lange qui est mis dans le sac ou dans le panier. Du sel, des plantes, donc des herbes aromatiques surtout, qui vont, bah, aider à allez, on va dire à gérer au niveau de l'odeur, même si en fait, il y aura pas d'odeur, même si vous mettez que du sel. Mais il faut mettre une bonne quantité de sel, c'est pas juste un petit peu. Moi, j'aime bien mettre une grosse quantité et rappeler quand même qu'on a conservé de la viande pendant des millénaires grâce à cette technique, donc c'est pas plus dangereux, il y a pas de risque majoré, voilà. Donc nous, on a aussi des petits sachets avec des plantes. On travaille avec une tisanière locale qui nous fait des petits kits de placenta lotus et donc nous, on y rajoute nos petits sacs, comme je vous ai dit. Ça permet aussi d'avoir un rythme plus lent postpartum, d'être plutôt très connecté. Moi, je dis souvent aux patients qui choisissent de faire ça, que le vrai cadeau du placenta lotus, c'est vraiment, le ralentissement. On peut pas se balader avec son bébé et son petit compagnon, comme je le dis souvent, ou son copain, comme on le fait sans. Donc ça aide à c'est ça, à ralentir, à accepter de rester, dans le lit et cetera. À limiter les visites aussi, parce que souvent on n'aura pas envie qu'il y ait des gens qui viennent alors que le placenta est toujours là, toujours accordé au bébé. C'est, s'honorer, honorer le temps jusqu'au bout finalement et quand on commence à en avoir marre, en général, c'est le moment où le cordon se détache et où on peut, tout simplement, avoir comme cette renaissance de pouvoir à nouveau reprendre son bébé, enfin, c'est pas reprendre, mais prendre son bébé comme, bah, comme s'il y avait plus rien donc c'est.
c'est un beau moment, en fait, de redécouvrir, son bébé sans avoir cette contrainte, en fait, du cordon qui, bah, là aussi, aura séché, sera devenu plus dur et donc au départ, c'est assez gérable dans les toutes premières heures et puis quand justement il commence à se momifier, bah, c'est plus difficile finalement, de se mobiliser avec ce cordon qui est devenu plus dur et puis, plus petit donc voilà. Alors quelle que soit l'option que tu aies choisie, le plus important, c'est que tu sois informé. C'est pas un détail, hein, cette histoire de cordon. Je l'ai déjà mis aussi dans le projet de naissance que je vous partage, et que je vous repartage du coup, en lien dans la description de cet épisode. Donc c'était un projet de naissance un peu prédéfini, mais qui vous rappelle les choses auxquelles vous pouvez penser, que vous pouvez négocier, que vous pouvez demander pour que ce soit aménageable pour vous et pour votre bébé. Je vous invite, à aller écouter peut-être l'épisode aussi, si vous avez envie. Je vous le mettrai aussi en lien dans la description de l'épisode sur à quoi sert un plan de naissance, un projet de naissance. Qu'est-ce que ça a comme impact de le préparer si jamais vous allez accoucher en dehors, des structures comme les maisons de naissance ou à domicile et pouvoir, justement, bah, faire vos choix et faire entendre vos choix. En tout cas, faire connaître vos choix aux équipes qui vous accompagneront ce jour-là. Donc couper le cordon, c'est pas un détail, c'est tellement symbolique, mais c'est aussi tellement physiologique. Donc si jamais cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous, partagez-le autour de toi. Vous savez, en ce moment, j'oscille beaucoup entre le vouvoiement et le tutoiement. Je sais pas pourquoi est-ce que initialement j'ai commencé mes podcasts en vous voyant, peut-être parce que j'avais envie que tout le monde se sente concerné, puis que quand, on m'écoute, quand les parents m'écoutent, ils entendent que je leur parle à eux 2. Mais dans la réalité, je me rends compte que, c'est une des premières choses que je demande aux gens que je suis à la maison de naissance, c'est l'autorisation de les tutoyer. Parce que ça met un lien, de confiance, je pense, qu'on a envie d'être mutuel. En tout cas, c'est couper cette hiérarchie entre les gens et moi-même, dans l'idée aussi de leur rappeler que je vais être présente dans les moments les plus intimes de leur vie et que ça serait bien qu'on enlève cette barrière qu'est le vouvoiement. Donc ne m'en voulez pas, et là je m'adresse à vous tous auditeurs, ne m'en voulez pas ou en tout cas ne m'en veux pas si j'ai tendance à osciller entre les 2. Peut-être parce que naturellement j'ai été vers le vouvoiement dans ce podcast depuis toujours, mais que plus ça va et plus je me dis: «Est-ce que c'est juste de faire ça? Est-ce que je ne devrais pas plutôt tutoyer mes auditeurs?» Plus dans le sens où j'aimerais qu'il y ait moins de distance entre vous et moi, vous tous et auditeurs et auditrices. Donc merci en tout cas parce que ces derniers jours, j'ai tellement de beaux messages de votre part, des gens qui réagissent aux épisodes de podcast. Ça me touche tellement énormément et puis ça me permet vraiment, de m'ajuster au maximum, ben, aux questionnements qui sont les vôtres, et puis, ben, continuer à parler de cette pratique, que j'aime tellement des sages-femmes autonomes. Il y a tellement de belles choses qui s'en viennent, vraiment dans les prochains jours. Je t'en parle, c'est promis. Allez, on se donne rendez-vous lundi et d'ici là, porte-toi bien.